Bienvenue à tous dans votre émission Maïcha, l'émission sur Mayotte la Première qui explore des sujets autour de la femme. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème délicat et poignant. Nous allons parler du deuil périnatal et nous avons le privilège d'accueillir une femme qui va revenir et qui va parler de son témoignage. C'est Asmaï Assoumani qui est avec nous, une maman aujourd'hui, heureuse de 4 enfants, mais qui est aussi passée par ce deuil périnatal et qui est aussi membre de l'association Malaïka. Comment allez-vous, Asmaï? Bonjour Yomna, donc bonjour la population. Donc, je vais très bien, merci. Et puis je vous remercie pour l'invitation. Merci surtout à vous d'accepter de parler, de revenir en arrière et de parler de cette période qui a été compliquée. Et vous allez nous dire si finalement on arrive à l'oublier ou pas, pour pouvoir aussi nous éclairer, nous aiguiller, peut-être nous aider et aider l'une d'entre vous à la maison si vous n'osez pas encore parler du deuil périnatal. C'est Maureen Loire-Mongazon qui est psychologue et clinicienne et doctorante en psychologie. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Merci pour cette invitation. Merci surtout à vous. Peut-être que vous allez, c'est sûr que vous allez pouvoir nous aider et répondre à quelques-unes de nos questions concernant le deuil périnatal qui est un défi, je pense, pour beaucoup de familles, pour beaucoup de femmes également. On va voir comment est-ce que nous pouvons accompagner ces personnes qui sont touchées par le deuil périnatal. Asmaï, dites-nous, comment ça s'est passé? Voilà, comment est-ce que vous l'avez vécu? Parlez-nous un petit peu de vous et de ces quelques années en arrière. D'accord. Mais avant d'aborder ce sujet, en fait, je souhaite présenter brièvement l'association. L'association Malaïka, Malaïka signifie ange. Donc, du coup, c'est une association de loi 1901 à but non lucratif qui a été créée l'année dernière, il y a 1 an exactement et un jour. Donc, du coup, c'était le 5 octobre 2022. Donc, cette association a pour objectif d'accompagner, soutenir, écouter et aider les personnes qui ont vécu le deuil périnatal. C'est une association du cœur. Quand je parle du cœur, mais c'est du cœur avec un grand cœur qui a vu le jour grâce à une mère, donc du coup, Soalia, que tout le monde connaît, qui a perdu son bébé à quelques minutes après la naissance. Effectivement, et c'est touchant puisque vous nous parlez de Soalia que nous avons reçue d'ailleurs dans cette émission il y a quelques temps. Et c'était la première fois d'ailleurs qu'on en parlait. Et puis voilà, l'histoire a commencé par là pour cette très belle association. J'espère qu'elle va encore vivre très longtemps, l'association Malaïka, qu'elle continuera de donner la parole aux femmes et aux familles qui ont été touchées par le deuil périnatal. Donc, du coup, cette association, en fait, a mis en place des actions. Donc, du coup, il y a ce qu'on appelle le café parental. Il y a un accompagnement individuel qui est proposé aussi et un groupe de parole qui est proposé par une professionnelle, une psychologue. Et nous aurons l'occasion, j'espère, de vous recevoir, de recevoir un petit peu plus cette association et de vous accueillir dans nos différentes émissions en radio, en télé ou au numérique pour pouvoir en parler et vous connaître davantage. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et vous êtes donc, vous, dans cette association, parce que vous connaissez les membres de l'association, mais parce que vous avez aussi été touchée par cette tragédie, on va dire, par le deuil périnatal. Exactement. Donc, du coup, c'était mon premier enfant, il y a exactement 14 ans. Donc, c'était en mois d'octobre aussi, donc c'était en 2009, où j'ai accouché d'un garçon. Un petit garçon, mais malheureusement, le petit garçon, il était déjà décédé. Donc, avant l'accouchement, donc 3 jours avant l'accouchement, j'ai fait une chute sur les escaliers. Et cette chute m'a conduit justement à aller à la maternité. À la suite de ça, les personnels qui étaient présents, ils ont constaté que l'enfant, le cœur ne bougeait plus, mais malheureusement, on m'a laissé quand même rentrer à la maison au bout de quelques minutes de l'examen en me disant que si j'attends que le cœur ne bouge plus, donc il fallait que je revienne tout de suite à l'hôpital. Sauf que j'étais encore jeune, innocente, donc je ne savais pas comment le cœur bougeait ou pas. J'étais vraiment inconsciente. Et le jour où je devrais justement aller à l'hôpital le soir, donc c'était pendant les élections présidentielles, je m'en souviens très bien, je commençais à avoir des contractions et je suis partie à l'hôpital j'ai commencé les contractions vers 19h, arrivé vers 22h à l'hôpital.
Et la sage-femme qui m'a accueillie, justement, il a commencé à faire les examens en me disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et ils ont fait la radio, il a demandé à voir, comment dirais-je, il a demandé justement à voir l'avis de sa collègue qui était à côté et que tout de suite ils m'ont annoncé, ils m'ont dit on est désolé, le bébé il est plus en vie, mais il va falloir justement faire le nécessaire pour qu'il sorte et pour que vous soyez en bonne santé. C'est tout ce qu'on m'a dit. Après, par la suite, j'étais pas consciente. J'ai testé comme s'il y a quelque chose qui était complètement effacé. On m'a injecté 2 produits. Quels produits? Je ne saurais pas vous dire c'était quoi comme produit, mais je sais simplement que c'était pour m'aider justement à oublier à l'instant précis l'annonce qu'on m'avait fait. Donc du coup, j'ai dû accoucher avec toutes les circonstances. J'ai dû accoucher à 5 heures du matin, donc le lendemain. Et effectivement, l'enfant était décédé déjà 3 jours avant l'accouchement. On m'a demandé si je voulais justement le regarder ou pas. Ma mère me disait non, tu pouvais pas, mais moi je lui dis si, je veux bien parce que sinon je serai jamais tranquille. J'ai pris le bébé entre mes mains, donc du coup j'avais amené tous ses habits, donc on l'a habillé avec les habits que j'ai ramenés. Et pour moi, en fait, je n'étais pas encore consciente, mais j'avais des larmes quand même. Je me suis dit, mais le bébé, on me dit qu'il est décédé alors qu'il n'est pas décédé. C'est un bébé comme tous les autres, il a les yeux fermés. Donc, du coup, j'ai dû enlever les vêtements, je regardais les cheveux, le dos, je regardais tout. Et en fait, quand ça s'est arrêté là. Et puis, la famille, on fait justement les rituels. Donc, du coup, pour l'enterrement, tout ça. Et moi, je suis restée à l'hôpital. Ce jour-là, je suis restée, je fais juste une nuit là-bas. Et le lendemain, c'est là que j'étais consciente. Et j'entendais les cris des enfants, des bébés aussi qui me réveillaient. Donc du coup, j'étais pas moi-même. Je sortais, je regardais, je voyais les bébés en train de à la nurserie, là, les personnels qui étaient, ils étaient en train de leur faire leur bain. Et du coup, j'étais en larmes. J'ai perdu tous les moyens. J'étais vraiment dans la dépression, je dirais ça. Et ma famille qui était là, ils essayaient de m'épauler. Et les personnels qui étaient là, c'est aussi des professionnels, je dis, parce qu'ils m'ont vraiment accompagnée. Dans la foulée, ils ont fait venir une psychologue. Donc, du coup, on a passé au moins 2 heures de temps dans la chambre. Et à la fin, en fait, elle a préconisé justement qu'on me laisse partir, en fait. Donc, du coup, j'ai dû sortir à 1 jour de l'hôpital. Déjà, vous êtes très courageuse de parler de tout ça aujourd'hui, même si ça fait très longtemps. Oui. Mais voilà, vous le disiez avant, c'est pas quelque chose qu'on oublie et c'est très touchant en tout cas. Merci vraiment de partager, de réussir à partager voilà, votre histoire avec nous. Et on espère surtout qu'on aide et qu'on accompagne celles qui n'osent pas prendre la parole comme vous. Maureen, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? En fait, la personne, elle est confrontée à quoi exactement quand c'était très difficile, comment elle le racontait? Elle prend le bébé, elle le regarde, elle l'habille, elle le laisse, j'imagine, à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans notre tête en tant que maman quand on est confronté à cette période qui est compliquée? Alors, j'ai quand même l'impression, là, dans tout ton témoignage, merci d'avoir abordé tout ça, parce que je sais que même longtemps après, c'est quand même pas facile d'en parler, mais nécessaire. Et ce que j'entends aussi, c'est qu'il y avait cette difficulté à réaliser. Non, j'y crois pas. D'un côté, je le sais, mais d'un côté, c'est trop difficile à entendre. Accepter aussi. Ouais. Et ça fait partie de la phase normale de choc, en fait, de choc de l'annonce, de choc de vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. Et vient après. Et d'ailleurs, il y a aussi, même quand tu exploses en larmes, finalement, là, tu as compris. C'est là que j'ai l'impression. Oui. Non, c'était plus une fois que je suis arrivée à la maison, en fait. Une fois c'est au retour à domicile. Voilà, le retour à domicile, c'était vraiment très, très difficile. Parce qu'avant d'arriver à la maison, je demandais justement aux personnes qui étaient là-bas d'enlever tout ce qu'il y avait dans la chambre, en fait. Parce qu'on a déjà tout préparé, le lit, tout ça, là. Et quand j'arrive à la maison, dans la chambre, j'avais l'impression, en fait, tout était vide, en fait. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait que mon lit.
Mais tout a été débarrassé. Et c'était trop difficile pour moi parce que je me suis renfermée sur moi-même. Ma mère, elle était à mes cheveux, elle était là. J'ai ma grande sœur aussi qui était enceinte à l'époque. Donc du coup, j'imagine que c'était très difficile pour elle aussi de vivre ça. Même pour toi. Pour moi aussi, c'était très difficile. À l'instant, c'est vrai qu'avec plus de recul, je pensais à elle. Mais à l'instant même, en fait, je ne pensais pas à elle, je pensais à moi. C'est moi, ce que je voulais, c'est juste avoir le bébé. Bien sûr. Mon bébé, il est mort, il n'est pas là. Et que c'est quelque chose qui a été préparé physiquement, psychologiquement. Bien sûr. On cherche les noms, un joli prénom, on cherche les habits, on cherche tous les effets, en fait. Donc, du coup, quand tu arrives et que tu vois que tout est parti, en fait, il n'y a plus rien dans la chambre et que tu te retrouves seule parce que j'étais dans l'idéalisme. Tu te dis, ben, quand j'aurai cet enfant-là, je ferai ceci, je ferai beaucoup de choses, en fait, et que tu vois que ce rêve, en fait, tout a chamboulé, donc, du coup, ce rêve a disparu. Et comment faire face à ça? Donc, moi, au début, je me suis vraiment renfermée sur moi-même. J'avais l'impression qu'il n'y a personne qui me comprenait. Parce que les gens qui venaient me voir, justement, me disaient que oui, Dieu merci, enfin, Dieu a fait ça, mais tu auras d'autres enfants. C'était son destin, donc s'il est décédé. Et pour moi, c'était très difficile à comprendre parce que je me suis dit que les personnes, en fait, qui étaient là, ils ne pouvaient pas me comprendre. Ils ne pouvaient pas vivre ce que j'étais en train de vivre à l'instant même parce que moi, non seulement c'était le choc, c'était le traumatisme, mais aussi j'étais désespérée et aussi j'étais très, très en colère à l'époque. J'étais très en colère, peut-être contre l'hôpital aussi, parce que je me suis dit que si il m'avait retenue, si j'étais hospitalisée le jour lorsque je suis partie là-bas, je pense que ça ne serait pas arrivé. Mais il m'a fallu justement un temps justement pour accepter. Bien sûr. Et ce temps-là, ça a duré, ça a duré énormément parce que ma mère, elle était là au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je ne la voyais pas, en fait, émue. Pour moi, c'était comme si elle était là. C'est vrai qu'elle était soucieuse, mais je ne voyais pas dans sa réaction. Les gens qui venaient me voir, en fait, on ne voyait pas leur réaction, qu'eux, ils étaient touchés par ça. Je n'avais pas cette impression-là. Jusqu'au jour où ma mère est venue me dire, en me disant que Asmaï, il faut que tu arrêtes, parce que je ne m'alimentais pas. Ma mère me dit, mais il faut que tu arrêtes, il faut que tu manges. À chaque fois que je voulais manger quelque chose, il était là, en fait, avec le repas, il mettait dans ma bouche, vas-y, prends une cuillère et tu manges, bois de l'eau. Il était là, mais le jour où il est venu me dire, mais j'ai besoin qu'on se parle femme à femme. Et c'est là qu'elle me disait que, tu sais, il y a peu de temps, j'ai perdu aussi mon enfant. Ton grand frère est parti, ton grand frère est décédé. Et je pense que tu n'as pas oublié, et tu as encore, c'est vrai, effectivement, il m'a dit, mais tu n'as pas oublié ce que j'ai vécu. Pendant des mois, j'étais dans la solitude et c'était très difficile pour moi. Elle était tombée malade, tout ça, parce que je mettais vraiment ça au cœur. Maintenant, il va falloir justement que tu prends sur toi, que tu apprends à revivre. Je te dis de ne pas oublier, tu ne peux pas oublier parce que jusqu'à maintenant, des fois je pense à mon fils parce que c'était l'aîné, je ne peux pas oublier, mais je te demande juste d'aller vers l'avant. Et quand je commence à sortir dehors, les gens qui te voient, en fait, tu as l'impression, sans être dans le jugement, tu as l'impression qu'ils te stigmatent. Lorsqu'ils te disent, bah, oui, comment tu vas, Asmaï? Et je suis désolée, j'ai entendu que tu as perdu ton enfant. Et lorsqu'on me dit ça, tout de suite, en fait, pour moi, il y a une barrière. Et je me renferme sur moi et je fais demi-tour et je rentre chez moi. Donc, il m'a fallu vraiment un temps pour accepter ça. Et le fait d'être partie de Mayotte, je suis partie à La Réunion. Donc, ça m'a permis de voir des spécialistes, effectivement. Et ça a changé ma vie parce que, voilà, je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. C'est vrai, comme disait Yumna tout à l'heure, que ça, c'est un passé lourd.
on peut ne pas oublier de porter un enfant pendant 9 mois dans notre... Parce que j'étais déjà à 38 semaines. Donc, du coup, le fait de porter 9 mois un enfant dans le ventre, le jour au lendemain où tout se bascule, on peut jamais oublier ça. On en parle, on prend du recul, on refait notre vie, on revit autrement, mais on n'oublie pas. Tout à fait. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, parce que souvent, les familles, elles disent « mais oublie, tu auras d'autres enfants ». Sauf que quand ça vient juste de nous arriver, on ne pense pas aux autres enfants. On pense à ce qui est en train de se faire maintenant, à celui qu'on vient de perdre. On lui donne un prénom, et du coup, on l'appelle de cette manière-là. Et c'est important aussi que les proches pensent à ça, parce qu'en fait, dans tous les cas, le parent, il ne pourra pas oublier. Donc c'est important de pouvoir aussi prendre les prénoms du bébé qui ont été choisis pour lui donner une vie aussi à ce bébé. Parce qu'en fait, c'est ça, on ne veut pas l'oublier. Est-ce que justement, vous conseillez d'avoir ce nom? Vous conseillez quel comportement pour la famille, pour la maman aussi qui doit accepter que son enfant n'est plus là? Oui, alors j'aurais pas une recette magique. Je n'aurais pas une façon de le dire, parce qu'en fait, ça dépend vraiment des femmes, de leur histoire. Certaines femmes, elles ont envie de mettre ça derrière, mais ça, je pense que c'est un peu illusoire. Parce que sur le moment, elles ne sont pas prêtes et il faut respecter ça aussi. Mais qu'effectivement, c'est important de donner un prénom. Parce que, justement, comme vous le disiez très bien, vous l'avez porté pendant 9 mois, il a existé, ce bébé, vous l'avez déjà pensé, vous avez déjà imaginé sa vie, vous avez visité sa chambre, tout était prêt. Donc, on ne veut pas l'oublier. Et ça, c'est important de pouvoir le garder en tête. Et après, comme je disais, il n'y a pas de recette magique. Il y en a qui voudront prendre un petit peu de temps, il y en a qui voudront y penser beaucoup. Il y a les questions des photos, est-ce qu'on va continuer à regarder les photos, est-ce que c'est sain ou pas. Ça, beaucoup de familles disent non, mais ne le montrez pas, etc. Sauf que, pareil qu'à la naissance, comme vous disiez, là, vous avez eu besoin de voir votre enfant pour pouvoir vraiment passer à autre chose peut-être un jour. Mais qu'en tout cas, là, sinon, ça vous aurait toujours posé question. À quoi est-ce que mon bébé ressemblait? Asma, elle a parlé à un moment de stigmates, de personnes à l'extérieur qui vous renvoient souvent cette douleur, qui vous renvoient souvent ce que vous avez vécu. Comment est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on ne peut pas non plus, je pense, les laisser de côté. Ce sont des personnes qui s'inquiètent pour vous, mais en même temps, c'est lourd aussi pour la personne de recevoir tout ça. Est-ce que c'est bien, peut-être, de le rappeler à cette personne qui a vécu un moment compliqué qu'on est là? Est-ce qu'il faut aussi trouver les bons mots pour parler avec cette personne Tout à fait. Ou faire comme si de rien n'était à la maison? Ça dépend, j'ai envie de dire. Parce que, en fait, ça dépend aussi comment est-ce qu'on est proche de la personne. Si c'est quelqu'un de qui on n'est pas très proche, ça va être malvenu d'en parler. Si c'est sa famille, justement, comme vous disiez, qui fasse comme si de rien n'était, c'était insupportable. C'était difficile. Et donc, que des personnes, par contre, de qui on est plus lointain et qui nous en parlent, ça fait effraction. Parce qu'en fait, c'est encore de l'intime. C'est encore pour soi. Est-ce qu'il y a un moment donné où vous étiez sentie coupable? Et peut-être que Maureen aussi peut nous expliquer. Est-ce qu'en tant que future maman ou que maman, puisque bon, il y a des étapes, soit on l'a perdu juste avant, ou on l'entend, il vit quelque temps, et puis Mais est-ce qu'on se sent coupable à un moment donné de se dire j'ai pas réussi à le garder vivant? Je ne me suis pas sentie coupable, mais je me suis remis en question. Parce que 3 jours avant, j'étais... oui. Vous étiez Après, en fait, 3 jours avant que j'arrive à l'hôpital, en fait, juste après après d'être sortie de l'hôpital après la chute, j'ai eu un comportement bizarre, en fait, à la maison. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je me suis renfermée d'un seul coup. Je n'étais plus la même personne. Je me suis renfermée sur moi-même. Je ne parlais pas trop. J'étais dans la solitude. Comme si vous avez, avec le recul, vous diriez que vous aviez senti ce qui était en train de se passer. Peut-être que j'ai senti, mais je n'étais pas consciente. Bien sûr. Parce que ma mère, elle me disait, mais qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Pourquoi t'as changé, t'es comme ça, alors que d'habitude, tu rigoles avec les autres, tu parles avec les autres, t'es là, tu pleures pour rien, tu t'enfermes dans ta chambre. Mais va voir les autres, sors, on va voir les autres, on va discuter, on va changer. Donc du coup, moi, je me suis dit, non, j'ai pas envie. J'avais pas envie. Effectivement, ma famille, il y a eu ce soutien-là. Je le remercie énormément. Mais comme on le sait à Mayotte, lorsqu'il y a un décès,
Donc, du coup, c'est tout le villageois, c'est tout le quartier, c'est tous les membres de la famille qui viennent de loin, de près, qui viennent te rendre visite. Et qu'à chaque fois, en fait, 2 fois, ça tourne dans ta tête parce que tu attends les répétitions des mots qui surgissent à chaque fois. Comme je disais tout à l'heure, ils te disent, mais oui, c'était pas son destin. Tu ne pouvais rien faire. De toute façon, il faut remercier Dieu et aller vers l'avant. Ces mots-là, en fait, à chaque fois, ça revient. Mais après, à un moment donné, tu t'en lasses, tu te dis, mais... Ça perd du sens. C'est pas ce que moi, j'attends de ces personnes-là. Moi, j'attendais justement que ces personnes-là, par exemple, viennent. Même s'ils viennent dans ma chambre, ils viennent me voir, qu'on échange, comme ma famille, comme ce qu'ils font, comme ce qu'ils faisaient ma famille. Qu'on vient, on échange, j'abordais le sujet, on aborde le sujet. Et peut-être... en fait, le fait d'être entouré par des gens, qu'il y a des gens à côté avec qui tu peux échanger, parler, communiquer, ça te permet déjà de te soulager dans un premier temps. Alors que lorsqu'il y a des personnes qui viennent juste pour te voir, bonjour, ça va, tu vas bien, comment tu te sens bien. Qui te remettent dans votre peine, tout de suite, tu te retombes dedans. Parce que le discours, c'est en fonction du discours que toi, tu vas recevoir. Que le discours n'est pas... Les discours ne sont pas tous de la même manière. Mais après, il y a des gens qui arrivent à parler facilement, donc du coup, à te soulager à travers leurs paroles. Il y en a d'autres, non. Et puis tu te dis, ben, ok, d'accord, j'ai entendu. Ok, merci d'être venu. C'est un sujet, je pense qu'on aurait eu besoin de plusieurs heures. Malheureusement, l'émission touche presque à sa fin. Je n'ai pas assez de mots pour vous remercier d'avoir accepté de partager vraiment ce témoignage qui n'est pas facile et pourtant vous le faites et vous l'avez fait. Je pense qu'on aura aussi l'occasion peut-être de vous donner la parole ailleurs. Maureen, est-ce que, je sais que c'est compliqué aussi pour vous, en quelques minutes, vraiment, s'il y a un conseil que vous pourriez partager pour les femmes, d'abord, qui vivent cette période, est-ce qu'il faut faire comme elle a dit, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas, est-ce qu'on fait comme si de rien n'était, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous soulager au mieux et ne pas non plus embarquer la famille dans un moment qui est compliqué aussi comme celui-ci? Il faut faire comme on le sent sur le moment. Et comme vous le disiez, il y a des sentiments, par exemple, de culpabilité qui peuvent arriver. On peut se demander ce qui s'est passé, si on a fait quelque chose de mal, si on a mangé quelque chose qu'il ne fallait pas, si on a... Voilà, tout ça. Et en fait, ça fait partie des choses normales. Donc, il ne faut pas se culpabiliser d'avoir ces sentiments-là. Et la chose que je voudrais rappeler, c'est que le deuil, c'est quelque chose aussi de normal. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie. Et en fait, à ce titre-là, il ne faut pas forcément, effectivement, aller se faire soigner par rapport à ça. Mais par contre, ça reste une souffrance. Et en fait, à ce titre-là, si vous avez envie d'en parler, il faut le faire. Il ne faut pas tout garder à l'intérieur. Parce qu'il y a cette expression, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et en fait, tout ce que vous gardez à l'intérieur, pour le micro, tout ce que vous gardez à l'intérieur, en tout cas, ça va rester, ça va s'imprimer dans votre corps ou d'une certaine manière dans votre façon d'être. Et c'est pas ce que je vous souhaite. Donc voilà, il faut en parler si vous le ressentez. Les répercussions, justement, que ce soit sur le psychique ou que ce soit sur le physique, d'emmagasiner toute cette souffrance, ça serait quoi? Quelques exemples. Souvent, ça peut se retrouver, par exemple, par des angoisses dans la grossesse suivante. Ça peut être, du coup, ne plus pouvoir gérer ses émotions et du coup, de plus... soit d'exploser quand il y a la moindre petite chose, des choses pas très graves, ou au contraire, de plus rien ressentir. Voilà, c'est quand c'est dans les extrêmes, en fait, que ça devient problématique. Et qu'on n'hésite pas, il y a des professionnels comme vous pour nous aider, pour nous accompagner. Quand même pour rappeler que vous êtes aujourd'hui maman de 4 enfants, maman très heureuse de 4 enfants avec vous. J'imagine que la deuxième grossesse aussi, elle a été difficile pour vous à appréhender. Elle a été très difficile parce que justement, j'appréhendais beaucoup. Et au début, c'était compliqué, mais ça allait. Mais vers la fin, surtout quand je me rapprochais de la date du même terme, c'était compliqué. Et que vu que j'avais fait le suivi justement privé, et la sage-femme, il était obligé justement de me déclencher avant les 38e semaines.
Parce que vous étiez trop stressée, vous J'étais aviez trop peur en fait stressée, de j'avais reproduire peur, le et même puis schéma. j'avais aussi, je faisais aussi de l'hypertension, l'angoisse. Et à chaque fois, je pensais en fait à ce qui s'est passé et j'avais peur de ne pas aller jusqu'au bout. Donc du coup, la sage-femme, elle a décidé de m'enclencher une semaine avant. Donc, mais c'est un gros bébé. Il a 9 ans aujourd'hui. Donc il avait presque 4 kilos. Donc du coup, ça va. Après, Beau les bébé. autres, on m'a laissé... Enfin, le premier, je l'ai eu à Métropole. Les 3 autres, je les ai eus à Mayotte. Et la sage-femme que j'ai eue, justement, m'a accompagnée. C'est toujours considéré comme étant une grossesse à risque. Mais on m'a laissé aller jusqu'au bout de mes grossesses. Ben, on salue les bébés, les grands et les grands bébés qui nous regardent, vos enfants qui nous regardent aujourd'hui. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on rappelle qu'on peut venir retrouver cette association déjà sur les réseaux sociaux. Et puis, pareil, on essaiera de vous inviter autant de fois que vous voudrez, voilà, sur le plateau de Maïcha, pour en parler. Et puis, Maureen aussi, on peut, je pense, vous retrouver au CHM. Tout à fait. Voilà, si on a besoin d'échanger, de discuter avec vous. Merci beaucoup. Désolée pour toutes les émotions d'aujourd'hui. On se retrouve très vite dans Maïcha. Merci beaucoup. Merci à toi.